Bonjour et bienvenue ce matin dans ce webinaire organisé en partenariat avec la Fédération France Senior et le cabinet Heming et c'est la néo-formation. Alors, à l'heure du recul de la retraite et d'un vieillissement massif de la population, nous sommes aujourd'hui confrontés à la question de l'employabilité des plus de 50 ans. Cela concerne 12 millions de personnes en France et actuellement, les études montrent qu'environ la moitié d'entre elles sont au chômage. Nous sommes aussi confrontés à un fléau un peu moins visible, mais tout aussi douloureux, les absences longue durée. Le taux d'absentéisme n'est pas forcément plus élevé chez les 50 ans et plus, mais la durée des absences, elle, l'est. Les seniors cumulent en moyenne 2,4 semaines de congé maladie sur l'année au lieu de 1,5 pour les générations de 30-54 ans. Alors naturellement, ces absences occasionnent des perturbations structurelles. Il faut remplacer les absents ou alors répartir un peu à la hâte la charge de travail sur le reste de l'équipe, évidemment. Et cela impacte directement l'équilibre du collectif. Évidemment, ça impacte également les coûts pour l'entreprise. Il y a un réel manque à gagner en productivité et puis évidemment, ça révèle quand même un problème de santé publique et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous avons décidé d'organiser cette table ronde afin de vous partager un maximum de bonnes pratiques concernant la prévention santé au travail et toujours dans un état d'esprit intergénérationnel. Les grands thèmes de la matinée. Comment asseoir une culture d'entreprise favorisant la confiance et le dialogue? Quelle stratégie de prévention santé adopter aujourd'hui dans un contexte intergénérationnel? Comment prévenir plutôt que guérir afin d'anticiper les phénomènes d'usure physique et psychologique au travail? Quelles solutions pour améliorer le bien-être du collaborateur à tous les stades de sa carrière? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table. Bonjour. Alors, nous avons Carole Bonzi. Vous êtes responsable de la Bienformance pour Châteauforme. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes également avec Nathalie Libert, directrice des ressources humaines et RSE pour Edenred France. Bonjour Nathalie. Bonjour Agnès, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Louis Chaplet, vous êtes président de la Fédération France Senior, expert sur la question de l'employabilité des seniors. Et pour rappel, donc, la Fédération, c'est une association qui vise à favoriser l'employabilité des seniors à travers un écosystème partenaire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à toutes et tous, et effectivement, voilà. En compagnie de votre éternel compère Jean-François Isambert, qui est également membre fondateur de la Fédération, expert sur la question de l'employabilité des seniors également. Bonjour Jean-François. Bonjour Agnès, bonjour à toutes et tous. Et enfin, nous sommes avec Marie-Sophie Deladille, experte en ressources humaines, qualité de vie et conditions de travail pour Heming France, qui pour rappel est un cabinet d'experts en business performance dans le domaine de l'innovation, la finance, les taxes, les opérations et les ressources humaines. Mais surtout, Heming publie chaque année le baromètre de l'absentéisme et de l'engagement en partenariat avec AG2R La Mondiale. Et là, si je ne m'abuse, Marie-Sophie, le tout dernier baromètre est paru le 7 juin. Tout à fait, le dernier baromètre. Bonjour à tous. Le dernier baromètre est paru le 7 juin. On donnera quelques éléments autour de ce baromètre et de ses résultats. On va s'y appuyer, en effet. Je suis quant à moi Agnès, donc cofondatrice d'un organisme de formation dédié à la qualité de vie au travail qui s'appelle Sélénio Formation et nous sommes partenaires historiques de la Fédération France Senior. Carole, je démarre avec vous. Alors, vous êtes responsable de la Bienformance pour le groupe Châteauforme. Aujourd'hui, Châteauforme, ce sont 2200 talents dans 7 pays. La référence du réceptif par excellence, en tout cas, surtout en France. On va le voir tout au long de cette table ronde. C'est aussi un peu un monde à part, hein, un monde presque idéal, on va dire, avec une culture d'entreprise forte et aussi son propre vocabulaire. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est la Bienformance? Qu'entend-on par là? Alors c'est vrai, vous l'avez dit Agnès, Châteauforme, c'est un groupe de 2200 talents. En effet, nous disons talent et pas collaborateur. Ça fait partie en fait du vocabulaire spécifique à notre culture qui est le fondement de notre réussite et qui est aujourd'hui inscrite dans notre mission, puisque nous sommes société à mission depuis décembre 2022. Alors, qu'entend-on par bienformance? Eh bien, c'est une contraction des termes bienveillance et performance, et ça sous-tend le fait que la bienveillance est le terreau de la performance. Performance que nous souhaitons durable pour nos talents et notre écosystème. D'accord. Alors Nathalie, ça vous parle, là, ce que vient de dire Carole? Vous êtes directrice des ressources humaines et de la RSE également pour Edenred.
Ce sont, alors, redites-moi le nombre de collaborateurs, 12 000 collaborateurs dans 12 000 40 collaborateurs dans le monde, dans le dans monde, 46 pays, en 46 effet, pays. groupe Et français groupe et français, 1200 en France. 1200 en France. Vous êtes leader mondial du ticket restaurant et pionnier en fait de la qualité de vie au travail, puisqu'au départ, l'entreprise Oui, elle-même a été créée pour améliorer la qualité de vie du collaborateur. Aujourd'hui, donc, vous êtes un peu un partenaire privilégié des entreprises pour tous les oui. services aux collaborateurs. Ça va du chèque cadeau au chèque emploi-service et puis encore beaucoup d'autres services. Vous êtes également une entreprise à mission. Oui, alors tout ce qui vient d'être dit effectivement résonne puisque dans l'ADN même d'Edenred, eh bien, il y a cette notion de qualité de vie et de pouvoir d'achat qui concourt à la qualité de vie d'un salarié et que en effet, à l'origine, toute l'origine de la création de ce fameux ticket restaurant, eh bien, Jacques Borel à l'époque l'avait imaginé pour permettre aux ouvriers sur les chantiers d'avoir une pause déjeuner, une pause de qualité. Et donc, c'était vraiment déjà inscrit à l'époque. Et bien, depuis, c'est devenu tout un tas de solutions qu'on appelle de l'argent fléché. Vous l'avez évoqué, le ticket restaurant, le CESU, les chèques cadeaux et toutes les offres liées au comité d'entreprise, au CSE, qui concourent à la fois à l'amélioration du pouvoir d'achat et à la qualité de vie des salariés. Jacques Borel, donc, pour rappel, qui est donc le fondateur, en Le fait, fondateur, d'Edenred dans absolument. les années 60, si je ne m'abuse. Exactement, en 60, tout à fait. Voilà. Très bien, Jean-Louis. Alors, on va revenir évidemment sur tout ça, puisque c'est l'objet de la table ronde même. L'objet de cet échange ce matin. Bonjour Jean-Louis, rebonjour. En tant que membre fondateur, alors vous deux, je m'adresse à Jean-Louis et Jean-François, prend la parole qui veut. En tant que membre fondateur de la fédération et expert sur la question senior, vous avez fait un constat alarmant qu'on a rapidement mentionné quant à la place des seniors sur le marché du travail, mais également quant à leur santé. Qu'en est-il aujourd'hui de la santé des collaborateurs de 50+? Oui, alors, je prends la parole pour commencer. Donc, la santé, évidemment, dès qu'on est sur un emploi où il y a de la pénibilité, la santé, elle est interrogée. Et bien souvent, on reste avec cette problématique de santé jusqu'au bout. Alors qu'en fait, sans doute faudrait-il envisager une mobilité avant d'aller jusqu'à l'âge de la retraite pour prendre sa retraite en très mauvaise santé, voire même être obligé d'arrêter avant. Donc la question de la mobilité le plus tôt possible, quand il y a de la pénibilité, c'est une vraie question. Alors on pourrait se dire la même chose sur la question de comment dirais-je, des risques psychosociaux, où pour beaucoup de personnes, rester sur le poste, c'est très compliqué, et l'idée d'une mobilité est à réfléchir. Voilà. Donc, Jean-François, tu veux continuer? Oui, alors la question de la question de la pénibilité, effectivement, dans un certain, enfin, on parle plus de pénibilité depuis 2017, mais on parle de facteurs à risque ou on parle éventuellement d'usure professionnelle. Dans un certain nombre de domaines, ce sont des choses qui sont assez codifiées. Par contre, beaucoup dans le domaine du tertiaire, c'est moins codifié, ce qui fait que apparaissent notamment les RPS, les risques psychosociaux, l'absentéisme, qui sont un peu des signaux un peu invisibles qui ont du mal à être pris en compte puisqu'on ne sait pas forcément comment faire. Quand on définit un risque et qu'il est codifié, c'est quelque part plus facile que quand il n'est pas codifié, qu'on a les RPS. Donc, ce sont des manifestations, de même que l'absentéisme qui est analysé dans le rapport sur l'absentéisme de Hemming. L'absentéisme est un élément également important. C'est un signal non pas faible parce qu'il est très important, mais c'est un signal non dit qui traduit forcément un certain nombre de problèmes. Et on sait que quand on parle de qualité de vie au travail, la première source de non-qualité, c'est-à-dire de souffrance, c'est par exemple l'absence de formation adéquate sur son poste de travail. Je pense qu'on y reviendra.
Alors, on va y revenir en effet. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Je vais juste redire à toutes les personnes qui sont arrivées, parce que j'ai vu que les personnes sont arrivées pendant qu'on faisait la petite introduction, que vous avez la possibilité de nous faire part de toutes vos questions, évidemment, dans le chat. On est ensemble pour 1 heure. Donc là, maintenant, 53 minutes précisément. Et qu'on va évidemment répondre aux questions. Si on peut en cours de route, sinon à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions pendant cette table ronde. Alors, acte 1, hein, on va démarrer. C'est quoi la qualité de vie au travail? On vient de dresser un petit portrait des participants. Carole et Nathalie, en préparant cette table ronde, vous nous avez chacune décrit la qualité de vie et les conditions de travail, la QVCT, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, comme inhérent à vos cultures d'entreprise respectives. Chez Edenred, c'est la raison même de l'entreprise, on vient de le dire, qui a pour mission initiale de favoriser le bien manger. Chez Châteauforme, les collaborateurs sont recrutés sur un critère bienveillance. Alors, quelle est, je vais vous laisser d'abord peut-être la parole à Carole, votre définition de la qualité de vie au travail, et puis pour donner une petite avant-goût, comme prérequis finalement, hein, y a un prérequis, un socle initial qui est un prérequis à une bonne qualité de vie au travail. Je vous écoute, nous vous écoutons, Carole. Merci Agnès. Alors c'est vrai que pour Châteauforme, la QVCT, c'est moins un ensemble de mesures que vraiment une culture incarnée et partagée par tous. Je pense qu'on reviendra sur les piliers de notre culture, mais pour vous donner très concrètement comment elle s'incarne au quotidien du talent, eh bien, elle s'incarne sous la forme de rites qui sont présents tout au long du parcours du talent. Depuis son recrutement, donc avant qu'il arrive chez nous, jusqu'à son entretien de départ. Alors, pour vous en citer quelques-uns, on peut citer celui de la cooptation, donc avant l'arrivée du talent. C'est le fait de rencontrer tous ses futurs collègues pour s'assurer que l'intégration sera optimale lorsqu'il sera arrivé. Un autre rite que l'on peut citer, c'est celui du bienvenue dans la famille, donc son parcours d'intégration lorsqu'il arrive chez nous. Ça va du baluchon dans lequel on lui remet notamment le livre des accords Toltec pour comprendre un petit peu l'esprit qu'il rejoint. Et également tout le parcours qu'il va vivre durant son intégration. Un autre de nos rites, c'est le conte ou la fable, c'est-à-dire le séminaire d'intégration durant lequel on va partager tous les éléments de la culture et également toutes les informations à connaître pour une bonne intégration chez nous. Et je vais vous en citer un dernier, la cérémonie de loyauté qui célèbre en fait l'ancienneté chez nous. Donc tous les 5 ans, nous réalisons pour chacun de nos talents une cérémonie personnalisée pour le remercier d'être parmi nous et de faire vivre cette culture. Voilà. Alors pour terminer, comment on mesure ce bien-être chez nous? Eh bien à travers une enquête que l'on appelle d'ailleurs une démarche, parce que c'est pas simplement la mesure, mais c'est aussi tous les plans d'action qui s'en suivent. Donc c'est notre démarche HAPI. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2023, ce sont 94% de nos talents qui ont participé à cette enquête qui était anonyme. Et qui ont répondu à 91% qu'ils faisaient bon travailler chez Châteauforme. Donc, du bonheur au travail chez Châteauforme, des rites, une entreprise familiale, donc une culture vraiment autour du partage et de la famille. Est-ce que ça résonne chez vous, Nathalie? Qu'en est-il chez Edenred? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre culture d'entreprise et de la QVT chez vous? Oui, ça résonne. Je souscris à toutes ces bonnes pratiques que nous a partagées Carole. On l'évoquait juste avant, hein, l'histoire d'Edenred, sa genèse, c'est vraiment de se préoccuper du bien-être des salariés. Et petit à petit, le ticket restaurant a fait plein d'autres dispositifs. Et j'évoquais le CEDU, qui est un autre bon exemple, qui permet à des salariés finalement d'avoir une aide
une aide à différents moments de la vie. Ça peut être l'aide à domicile, la garde d'enfants, l'aide aux devoirs et qui permet à un salarié de conjuguer cette vie perso et vie professionnelle. C'est d'autant plus inscrit effectivement dans notre culture que puisque ce sont des solutions qui sont développées à destination de nos clients et des usagers, donc des salariés français, bien évidemment, elles sont déployées pour nos salariés et on se fait un point d'honneur d'être exemplaire en matière de qualité de vie. On est au travail, on est certifié top employeur depuis 3 années maintenant, et cette certification, elle nous honore parce que c'est vraiment l'audit en fait des pratiques RH qui concourent à la qualité de vie au travail. On le partage avec l'ensemble de nos collaborateurs et ça nous engage à nous améliorer d'année en année. Et puis, on a scellé tout cela au travers d'un accord QVTC depuis 2 ans maintenant. Là aussi, qualité de vie et même parentalité. Et ça nous a permis aussi, finalement, de regrouper un certain nombre de dispositifs qui existaient dans la maison, mais qu'on a pu marketer et partager de manière un peu plus formelle avec nos collaborateurs. Et puis, les flécher dans le parcours de nos salariés pour qu'ils se retrouvent bien et qu'ils soient accompagnés le mieux possible à chaque instant de leur vie. Alors justement, c'est un des points communs qu'on a pu constater lorsqu'on a préparé la table ronde, c'est qu'il y a une volonté vraiment d'incarner ces valeurs en interne autant qu'à l'externe et d'être un modèle finalement à l'intérieur de l'entreprise avant d'aller porter ces valeurs auprès des clients. Alors Marie-Sophie, vous qui avez beaucoup d'expertise sur la QVT, au regard de l'ancienneté d'Amy sur ces sujets, vous êtes vraiment à fond dans ces sujets-là. Que pensez-vous des modèles d'Edenred et Château-Forme? Est-ce que ce sont des modèles un peu singuliers? Est-ce que demain, on pourrait imaginer que d'étendre ce type de modèle? Enfin, je vous laisse nous en dire un peu plus sur votre vision, en fait, de la qualité de vie au travail. Oui, merci Agnès. En fait, les retours d'expérience exprimés par Carole et Nathalie montrent bien que chaque entreprise est singulière, même si bien évidemment il y a des recoupements, pour rentrer en fait dans une démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Et la qualité en fait recouvre de nombreux sujets, on a déjà évoqué plusieurs, mais ces sujets finalement se recouvre autour de la politique d'une entreprise, pas que la politique RH, c'est vraiment la politique de l'entreprise. Et on va retrouver des thématiques comme l'organisation du travail, le contenu, qui est extrêmement important, puisque ça a toute la notion de sens, les conditions, le dialogue, la santé. Enfin, on va dire que c'est vraiment tout ce qui va graviter dans les problématiques et les sujets QVCT. Donc, la QVCT doit s'inviter vraiment en fait dans les projets de transformation, car elle est en partie en fait une réponse justement à ces enjeux d'attractivité, d'allongement de vie professionnelle, ou encore finalement la transition écologique. Et dans tous les cas, il est important, et c'est ce qu'on peut observer, que on va dire les actions réussies dans la durée, c'est aussi celles qui sont alignées avec les actions en lien avec la culture de l'entreprise, la maturité de l'entreprise. On peut avoir des actions communes, mais le copier-coller ne fonctionne pas forcément toujours. Et ces actions doivent vraiment se mettre également dans un esprit qui allie à la fois la performance sociale et la performance économique. Ça a été exprimé, pas sous ces termes-là, par Carole et Nathalie, mais ces axes, en fait, ne doivent pas être en opposition. Et c'est essentiel également d'inscrire ces actions dans les temps forts de la vie de l'entreprise. Et effectivement, l'exemple que donnait Carole chez Château-Forme en est le cas. Alors, c'est vrai que j'accompagne des entreprises, et Eming accompagne des entreprises depuis plus de 20 ans, 30 ans même au niveau d'Eming. Moi, pas encore 30 ans. On va s'arrêter un petit peu avant. Autour justement de ces questions de prévention. Et c'est vrai que ce qu'on peut observer, c'est que toutes les organisations réalisent des actions QVCT. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'en fait pas. Mais ces actions ne sont pas forcément à destination de tous les collaborateurs, ou en tout cas peuvent s'adresser à certains profils de salariés liés au métier, plus effectivement à risque, on va dire, par rapport à la santé, ou liés à l'âge, ou liés au genre. En tout cas, il y a plus ou moins, elles sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins efficaces. Et puis c'est vrai que ces actions, Nathalie disait, ne sont pas forcément toujours qualifiées sous la terminologie QVCT par les directions, mais elles sont bien présentes. Et ça, c'est très rassurant et c'est vrai que les entreprises s'engagent quand même dans ce volet. Par contre, la difficulté qu'on peut voir, c'est le fait que ça s'inscrive dans la durée. Et c'est vrai que très souvent, on va dire, on va rentrer dans un projet pour effectivement enclencher quelque chose, mais ensuite, ça doit s'inscrire dans une démarche
qui va justement complètement faire sens par rapport, encore une fois, à la culture dans l'entreprise, la maturité à la fois sur la thématique de prévention, mais également par rapport à la maturité managériale, comment on embarque le management. Ça sera une des questions aussi que l'on va traiter par la suite. Et c'est vrai que c'est important. Si je reviens quand même, puisqu'il y a la notion de senior qu'on a évoquée au début, si je m'arrête juste sur le critère de l'âge, en fait, de plus en plus d'entreprises accompagnent les populations seniors. Alors souvent, c'est à partir de 55 ans, pas forcément 45 ans, on va dire au terme de la réglementation, mais dans des actions justement de dépistage ou de prévention de la santé. Et cette anticipation, en fait, elle est essentielle justement à la prévention et démarre dès le plus jeune âge, qui n'est pas forcément aujourd'hui le cas. D'où l'importance en fait de structurer des démarches de prévention globales, alors aussi bien sous l'angle physique que psychologique. Et cela pour tous, même si effectivement il y a on va dire, des spécificités. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail par la suite. Je crois que Nathalie, vous vouliez faire un commentaire. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Marie-Sophie. Rebondir sur ce qu'a dit Marie-Sophie et aussi ce que disait Jean-François. En parlant de qualité de vie au travail, en fait, on parle aussi de qualité du travail. Jean-François l'a évoqué, c'est extrêmement important de partir aussi de l'origine du travail, du poste de travail, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. On parlait de pénibilité dans le monde d'industriel, mais aussi dans le tertiaire avec l'arrivée des RPS, etc. Et du coup, de penser à donner un contexte, un cadre professionnel avec des outils de travail, des process qui sont clairs. Et l'autre point sur lequel je voulais absolument rebondir, qui est tout à fait lié, c'est la formation qui permet tout au long de la vie de former les collaborateurs, de travailler leur employabilité, quel que soit leur parcours, leur devenir, et qui permet aussi, du coup, de favoriser des mobilités. On réalise un tiers de nos recrutements mobilité interne. Et c'est extrêmement important parce que d'abord, ça permet effectivement de découvrir d'autres fonctions, de respirer, de ne pas s'enfermer sur un même parcours. Donc, formation professionnelle et qualité du travail. Jean-François, vous vouliez réagir? Oui, alors effectivement, la formation, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'employabilité, c'est vraiment l'adaptation des compétences. L'idée, c'est que la formation, avant, c'était un stock qu'on allait acquérir au début de sa carrière, peut-être par un diplôme, une qualification ou autre. Et alors que maintenant, en fait, c'est plus du tout un stock, c'est un flux parce que tous les métiers, un poste de travail, c'est constitué de multiples facettes, notamment de process, de digital, de choses comme ça. Et un poste de travail, ça dure 3 ans sans bouger. Il y a toujours un des éléments qui va bouger. Et si on n'est pas dans une culture du flux en matière de formation, c'est-à-dire j'apprends, je désapprends, je réapprends, et ben c'est à tout âge, mais c'est encore plus quand on est senior, parce que quand on est senior, on était d'une culture parfois où on était la culture du diplôme ou de la qualification. Ben ça, c'est vraiment dans la mentalité extrêmement important pour pouvoir continuer. Et je dirais, dès lors qu'on lève un peu peut-être cette croyance ou ce biais-là, y compris et surtout pour les seniors, je dirais qu'il n'y a pas de limite à l'évolution. Est-ce que vous pensez que ça peut, ces actions-là vont contribuer à un sentiment de sécurité au travail? C'est un petit peu la question qui vient juste après. Quel est le rôle en fait du manager pour justement installer ce climat de sécurité au travail? Quel est son rôle dans la prévention santé? Puisque la formation, par exemple, on peut la suggérer. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, les études prouvent que 60% des collaborateurs se sentent suffisamment en sécurité pour parler de leur santé avec leur manager, pour être capable de dire, voilà, il y a un problème. Donc, c'est assez optimiste quand même. Mais c'est quand même pas la totalité des collaborateurs. Alors, je vois que chaque personne aujourd'hui autour de la table a une vision de ce rôle et j'aimerais bien connaître votre avis sur le rôle du management pour inciter justement le collaborateur à peut-être à dialoguer et créer un climat de sécurité. Jean-François, vous vouliez peut-être rebondir dessus ou Oui, alors le manager, il a un rôle, surtout le manager de proximité, que je crois fondamental dans l'entreprise. Donc, il faut beaucoup s'occuper des managers de proximité parce que quelquefois, ils se sentent un peu seuls parce qu'ils ont beaucoup de poids qui pèsent sur leurs épaules. Le monde de l'entreprise aussi, il est fait de beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire que, et là on fait appel aux compétences transverses, autant pour le manager de proximité que pour les collaborateurs.
c'est comment s'habituer à une gestion d'incertitude tout en étant un peu dans la confiance. C'est pas facile parce que c'est l'entreprise d'aujourd'hui qui est comme ça. Donc, le rôle du manager, il faut que ça soit un facilitateur, il faut que ça soit un guide de ses collaborateurs. Il faut qu'il y ait beaucoup d'écoute et bien sûr beaucoup de bienveillance. Et c'est parfois, quand il s'agit des seniors, un peu une remarque qu'on peut faire, c'est que les seniors sont parfois depuis longtemps sur leur poste de travail. On a un peu oublié qu'ils étaient là, on oublie un peu de les former et ils sont un peu, excusez-moi, ils sont un peu gris-murailles. Et justement, c'est au bout d'un moment, quand on ne forme plus les seniors, quand on a oublié qu'ils avaient besoin de renouveler leurs compétences, eh ben, ils sont plus au rendez-vous de l'attente du poste et malheureusement, c'est souvent des séparations. Et ça, c'est pas une fatalité du tout. Et là-dessus, le rôle du manager, c'est une sorte comment dire, il est avancé, enfin, c'est lui qui est au plus proche des problématiques du collaborateur et en particulier de celle du senior. Alors, on va revenir là-dessus avec vous, Carole, puisque vous nous l'avez dit au démarrage chez Château Forme, la bienveillance, c'est un petit peu le prérequis de toute embauche, de toute carrière, en fait, au sein du groupe. Quel est le rôle du manager chez vous, pardon? Comment ça se passe? Et quels sont les moyens mis en œuvre pour créer ce sentiment de sécurité qui est très, très important et qui apparemment fonctionne, puisque vous nous dites que 81% 91% des collaborateurs sont satisfaits. Ça veut dire que vous avez gagné le pari, en fait, hein. Comment faites-vous? En tout cas, on y travaille. Jean-François parlait du manager de proximité et c'est vrai que chez nous, quasiment la totalité de nos managers sont des managers de proximité du fait d'une structure qui est très plate où sur les sites qu'on appelle maisons, il n'y a quasiment aucune hiérarchie, c'est-à-dire que le couple d'hôtes est en direct avec l'ensemble de ses talents et en maison de famille, on est sur 3 ou 4 niveaux hiérarchiques maximum. Donc, importance du manager de proximité que nous appelons d'ailleurs leader. Et chez nous, en fait, nous invitons nos leaders à adopter la posture de servante leader. C'est quoi un servante leader? C'est un leader qui a pour mission d'être au service de ses talents pour leur donner les moyens d'exercer leur mission. En quelque sorte, son rôle est vraiment de lever les freins et de libérer le potentiel de ses talents pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement dans leur mission. Donc, tout ça, ça implique beaucoup de bienveillance au quotidien, l'instauration d'un climat de confiance réciproque où les talents sont invités à faire du feedback, non seulement à leur pairs, mais également à leur leader. Et donc, ce sentiment de sécurité psychologique dont vous parlez, eh bien, il est retranscrit dans les résultats d'enquête, puisque on nous dit, les talents nous disent que chez Château Forme, ils ont vraiment le sentiment d'être eux-mêmes. Notre culture est basée sur le droit à l'erreur. On ne va pas demander au talent pourquoi il a fait une erreur, mais plutôt comment il peut faire en sorte voir qu'elles ne se reproduisent plus, voir comment améliorer la suite. Le leader va solliciter ses talents dans toutes les décisions importantes qui concernent l'équipe. Il va lui demander ses idées. Il va l'inviter aussi à exprimer leurs désaccords. Donc, vous voyez, une grande liberté finalement de dialogue qui repose sur la confiance. Donc, liberté de dialogue, un management de proximité qui est présent. Nathalie, alors on n'est pas dans les mêmes dimensions au niveau du groupe, mais comment est-ce que ça se passe chez vous? Comment vous percevez ce rôle du manager et comment vous l'incarnez? Et c'est pas grave qu'on soit pas dans les mêmes dimensions parce qu'on parlait tout à l'heure de culture, on parlait d'exemplarité. En ce qui concerne le management, eh bien ça commence effectivement par l'exemplarité du top management. Et chez Edenred, on a par exemple Bertrand Dumazy, qui est notre CEO, qui a écrit un manifesto il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle le Dream Team Manifesto et qui est valable pour l'ensemble d'Edenred et pour les 12 000 collaborateurs
et qui décrit 11 principes, 11 commitments qui sont très, très simples. Carole parlait du droit à l'erreur. C'est non seulement vous avez le droit à l'erreur, mais faites des erreurs parce que vous allez apprendre de vos erreurs. Je donne quelques exemples. Toujours donner une seconde chance, toujours. Et ça crée du coup ce climat de confiance qu'on évoquait aussi. Travailler le collectif. Donc bref, ce Dream Team Manifesto, il est ensuite incarné au sein des filiales et nous, il nous permet de déployer tout un tas de dispositifs, de parcours d'accompagnement de nos managers dans les filiales. Donc cette verticalité structurante est exemplaire. Et puis, évidemment, créer un climat de confiance. Nous, chez Edenred France, on a mis en place une communauté managériale, justement pour faire en sorte que les managers puissent échanger ensemble, que l'on anime, puissent partager leurs difficultés parfois, les bonnes pratiques. On les forme, notamment aux nouvelles façons de travailler, au mode hybride, à l'intergénérationnel, de manière à ce qu'ils soient les mieux outillés et les mieux armés, parce qu'en effet, notre conviction, c'est que le management, c'est vraiment la cheville ouvrière d'une entreprise. C'est à la fois une courroie de transmission, c'est le levier de l'engagement. C'est quand il y a tous les messages à déployer, c'est vers le management qu'on se tourne. Donc, on doit d'abord bien s'occuper des managers pour qu'ils puissent bien s'occuper de leurs équipes. Ça, c'est extrêmement important. Créer ce climat de confiance et puis leur permettre eux-mêmes d'être coachés, de faire du co-développement. Et on anime beaucoup cette communauté au travers de newsletters. On a créé un Teams pour qu'ils puissent échanger en permanence, que ce soit simple, fluide et dynamique. Et puis, bien sûr, des moments de rassemblement où on les retrouve, où on fait des after-work, on fait tout un tas de moments où ils peuvent échanger ensemble. Et un dernier point qui me paraît important, en termes de bonnes pratiques, c'est d'essayer toujours en amont de partager une information, une communication qu'on va adresser à nos équipes, de leur donner un peu la primeur de cette information pour qu'ils se l'approprient et qu'ils aient un rôle à jouer en portant une décision, une information quelle qu'elle soit. Voilà. Je viens le retour de Marie-Sophie et aussi sur tous ces dispositifs. On a parlé de beaucoup de droits à l'erreur, à la fois chez Château Forme et chez Edenred, de climat de confiance, de communauté, de formation. Donc, il y a quand même beaucoup de points communs dans des dispositifs qui marchent, on peut le dire, voilà, dans des dispositifs QVT qui font leurs preuves. Marie-Sophie, je vous laisse peut-être rebondir là-dessus, notamment peut-être sur le droit à l'erreur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît indispensable? Alors, oui, c'est une évidence, le droit à l'erreur. Alors, pour bien évidemment le management, on va dire pour tout collaborateur, parce qu'en fait, ça amène aussi l'élément de confiance. Finalement, si je sais que j'ai droit à l'erreur, je vais être, en tout cas, peut-être plus facilement dans l'action. En fait, je vais pouvoir effectivement faire des actions que je n'oserais peut-être pas si effectivement je n'ai pas ce sentiment, en tout cas, du droit à l'erreur. Juste, je voulais revenir par rapport, et je rebondis sur ce que disaient notamment Carole et Nathalie sur l'accompagnement managérial qui peut être mis en place au sein des structures, et notamment en vous partageant, on évoquait le baromètre. Il faut savoir que le baromètre de l'absentéisme et de l'engagement, ça a deux volets, un autour de la partie quantitative, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail là-dessus, et il y a une étude qualitative qui est faite chaque année, et cette année, justement, le focus a été sur la population managériale. Parce que elle a été fortement sollicitée en fait ces 4 dernières années. On l'observe dans toutes les entreprises dans lesquelles on intervient. Et puis, effectivement, les incertitudes telles qui ont été évoquées, notamment aussi par Jean-François, de toute façon, c'est quelque chose qui se répercute bien évidemment à toute l'échelle de l'entreprise. Mais le manager proximité, on va dire que c'est vraiment le lien entre la direction et on va dire le quotidien. Et c'est vrai que finalement, la santé de son management est en partie le reflet de la santé de l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir un regard et un accompagnement dédié, bien évidemment, pour cette population. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, justement, le manager, en fait, très souvent, il est perçu en fait comme une fonction et pas forcément comme un individu, un collaborateur en lui-même au départ, mais vraiment par rapport à une fonction. Et c'est vrai qu'à
si on veut accompagner finalement les managers au sein de cette démarche de prévention globale, il convient de s'intéresser tout d'abord à sa réalité, à la réalité de travail de tout collaborateur, mais aussi à la réalité de travail, bien évidemment, du management. Et ce qui a pu être justement remonté dans le cadre de ces études, c'est que ce manager qui est souvent relayé à une fonction, au détriment plutôt finalement du caractère humain du salarié, peut être soumis lui-même à des difficultés. Et donc, il faut comprendre finalement les difficultés de ce manager de proximité pour pouvoir justement l'accompagner au mieux par rapport à ses besoins. Et dans le questionnement justement autour de ses besoins, on va vraiment, ce qui est exprimé est vraiment, on va dire, des besoins spécifiques. C'est pas péjoratif, mais basique par rapport à un accompagnement. C'est être écouté, être concerté, avoir des objectifs clairs, en tout cas avoir le sentiment ou une perception autour de la reconnaissance au travail. Voilà, ce sont des sujets qu'on entend depuis de très nombreuses années, mais qui restent encore en 2024, en tout cas des besoins fortement exprimés par les managers. Et par rapport à... Vous encouragez alors les communautés managériales évoquées par Nathalie. On encourage les communautés managériales, bien évidemment, mais ces communautés managériales doivent vraiment, on va dire, être au reflet aussi de ce qu'attend l'entreprise par rapport à son management. Très souvent, en fait, on peut poser la question de qu'est-ce que vous attendez réellement de votre management de proximité ? La question, elle est très simple, mais la réponse, finalement, elle n'est pas si simple que ça, puisque, bien évidemment, il va y avoir toutes ces questions autour de la rentabilité, la productivité, bien évidemment. Mais finalement, qu'est-ce qu'on attend du manager, par rapport à l'accompagnement au quotidien des collaborateurs. Et sur toutes les questions autour de la santé, ça va être finalement quel est leur rôle par rapport à la prévention autour de la santé physique, santé mentale, quel est leur rôle dans le développement ou l'accompagnement au développement des compétences, quel est leur rôle par rapport à la mobilité d'un collaborateur. Voilà, les dispositifs peuvent exister et très souvent ils vont exister, mais c'est comment à un moment donné arriver à aligner en fait finalement le besoin de l'entreprise par rapport aux dispositifs qui souvent sont très intéressants, mais finalement dont tous les maillons de la chaîne ne sont pas toujours alignés. Oui, Nathalie, chez Château-Forme, on a vu que on a vu que la chaîne était raccourcie. Donc c'est ça qui fait le succès en fait du dispositif, c'est que c'est raccourci, on est presque sans filtre. On en a vraiment longuement parlé en préparant la table ronde. Et donc chez Edenred, je vous laisse effectivement Nathalie nous répondre. Et puis il y a une question aussi dans l'audience que je vous poserai après. Je voulais rebondir parce que tout à l'heure on évoquait dans le rôle du manager le fait qu'il puisse accompagner ses collaborateurs, notamment sur le volet de la santé, et qu'un collaborateur se sente en confiance pour parler de ses problématiques de santé. Le sujet de la confiance, il est évidemment crucial. En revanche, je ne suis pas convaincue que c'est le rôle du manager que de prendre en charge les sujets, les problématiques de santé. Et il faut faire attention aussi à fixer une frontière. C'est un métier, il y a des expertises, soit dans l'entreprise, au sein des équipes RH. Nous, on a la chance chez Edenred d'avoir une infirmière, une assistante sociale qui sont salariées et qui prennent en charge à un moment donné les problématiques. Donc, on a des HRBP qui gèrent, qui prennent des sujets comme ça et qui vont orienter au sein des services de santé, de prévention, etc. Puis après, il peut y avoir des aides extérieures, des aides psychologiques. Un manager, et même, je dis souvent à mes équipes RH, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychologue, et il faut savoir où se trouve la frontière. Et en revanche, c'est important de connaître les dispositifs pour savoir orienter les personnes, les salariés. Tout à fait. D'accord, Carole et Marie-Sophie. Je rebondis juste, Agnès, par rapport à ce que dit Nathalie, je suis tout à fait en phase avec ça. Le rôle effectivement du manager, il doit s'inscrire, doit être acteur de la prévention de la santé, mais dans son rôle de finalement identification des signaux, être effectivement à l'écoute du collaborateur, c'est vraiment dans ce sens-là. Et bien évidemment, en connaissant les dispositifs, on peut bien évidemment se faire appuyer par ça peut être effectivement une infirmière, ça peut être les services RH, ça peut être un préventeur en interne, en tout cas le dispositif qui aura été mis en place. Mais ce qui est très important, c'est que le manager va être très souvent, on va dire, la première lanterne possible par rapport aux difficultés qu'un collaborateur peut observer. Et c'est important de pouvoir outiller justement les managers à pouvoir identifier justement cela. On évoquait tout à l'heure le management hybride, c'est d'autant plus vrai lorsqu'effectivement on
on n'a pas forcément un management avec les collaborateurs à proximité. C'est le cas voilà, sur l'hybride, c'est le cas pour tout le management lorsqu'on est complètement décentralisé, où finalement on ne se voit jamais physiquement. Donc ça, c'est d'autres codes, d'autres modes de fonctionnement. Et voilà, et c'est plutôt dans ce sens-là, mais je rejoins tout à fait ce que disait Nathalie. Du coup, je donne la parole maintenant à Carole par rapport au complément pour Châteauforme. Mais non, mais je rejoins complètement ce que vous avez dit, Marie-Sophie et Nathalie. Nous considérons effectivement que le rôle du manager, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue et d'être attentif aux signaux faibles, de connaître les dispositifs qui sont mis en place pour les talents afin de diriger le talent vers les bonnes ressources. Donc, complètement aligné avec ce que vous venez de dire. J'ai une petite question pour Nathalie, qui est posée par Christine, qui demande comment était perçu le manifesto que vous venez d'évoquer par vos salariés. Comment avez-vous fait pour que ce soit accepté, mis en œuvre et que ce ne soit pas considéré comme du, entre guillemets, blabla? Et oui, et je suis tellement d'accord avec ce risque de truc. Bah, en fait, c'est comme tout sujet, quoi. Si ça tombe comme ça du haut et que c'est diffusé, puis à partir de maintenant, c'est la règle à appliquer ou les 10 principes, ça n'a aucun intérêt. Et donc, ce type de démarche, il s'inscrit dans la durée. Ça fait à peu près 1 an qu'on le déploie, qu'on le communique. Il faut le contextualiser, il faut lui donner un lien avec les valeurs de l'entreprise. En fait, chaque élément est relié à une des valeurs de l'entreprise. Il faut l'incarner. Et puis le déployer petit à petit de manière extrêmement concrète, pratique, notamment dans des modules de formation ou bien dans des exemples que l'on va aller illustrer. Donc effectivement, surtout ne pas communiquer un manifesto, inonder en pensant que du jour au lendemain, tout le monde va se l'approprier. C'est une démarche de longue haleine qui doit être vraiment incarnée et contextualisée et lui donner du sens, un sens extrêmement pratique et intelligible pour chacun. D'accord, super. Alors Jean-François et Jean-Louis, on va faire une petite transition quant au rôle de ce manager un peu plus à l'attention des personnes seniors. Est-ce qu'il y a des, on a déjà évoqué précédemment que le management est très important pour déceler les failles. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui se soulèvent au niveau des populations seniors et des choses que vous voudriez nous partager là-dessus, sachant qu'il peut y avoir dans les entreprises, comme dans la vie, finalement, un gap entre les générations et que créer des dynamiques intergénérationnelles, arriver à gérer les personnes de façon un collectif avec différents âges, c'est pas simple. Je crois que Jean-François, vous avez un avis sur ce sujet assez précis et des préconisations aussi en termes de prévention santé globale par rapport à un collectif, on va dire, pluriel. En termes d'âge. Alors pour compléter ce qu'ont dit Nathalie, Marie-Sophie et Carole sur l'importance du rôle du management et du manager, il faut d'abord qu'il soit vraiment dans le rôle qu'on définit. Et souvent, les managers, ils sont un peu dans un rôle de compensation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire leur travail de management parce qu'ils vont compenser ce que la production, par exemple, n'arrive pas à faire complètement. Donc, on est souvent dans un peu comme un serpent qui se mord la queue. Donc, déjà, bien le réinstaurer dans son rôle, que ce rôle il soit clair pour tout le monde, il soit clair pour les dirigeants de l'entreprise, que les messages soient clairs. C'est ça aussi qui crée la confiance, l'alignement des valeurs, la cohérence et donc la crédibilité. Et effectivement, si on amène un manifeste dans ce contexte-là, ben, le manifeste, les gens y adhéreront. Si on l'amène dans un contexte qui est l'inverse, ben les gens n'adhéreront pas. Donc cette crédibilité-là, elle est fondamentale. Alors, le manager, en fait, c'est quoi la question des seniors? La question des seniors, c'est, on s'aperçoit quand les salariés sont plus anciens ou deviennent seniors, qu'ils peuvent avoir un certain nombre de difficultés parce qu'ils ne sont plus tout à fait formés, parce que il n'y a peut-être pas eu d'entretien de deuxième partie de carrière, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses. La question, ce n'est pas tant celle des seniors que la capacité à faire travailler toutes les générations en même temps dans l'entreprise. Donc si on disait on résout le sujet des seniors, et puis il y a le sujet des juniors, et puis il y a le sujet des entre-deux, en fait, toute la responsabilité, le rôle du manager, c'est justement d'arriver à faire fonctionner des communautés de travail dans une optique intergénérationnelle.
Ce qui veut dire parfois dans l'attribution d'un certain nombre de tâches, d'un certain nombre d'objectifs, jouer des complémentarités dans lesquelles, par exemple, on va redéployer des tâches qui sont peut-être à caractère plus pénible en fonction de l'âge ou de la mobilité ou ce genre de choses-là sur d'autres publics. En même temps, utiliser les compétences transverses, l'expérience, le recul que peuvent avoir les seniors, se mettre dans des postures de tutorat, par exemple, organiser des échanges entre un junior qui, lui, va sortir de formation et aura probablement une vision plus à la page des techniques qu'on utilise, ce qui est peut-être moins le cas du senior. En revanche, le junior, lui, il n'aura pas l'expérience, la relation au client, la relation, les codes de l'entreprise. Donc, finalement, le manager, je dirais que son rôle, c'est d'être un peu un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre et au fur et à mesure que le temps avance, peut-être faire varier les positions des musiciens à l'intérieur de l'espace. Le manager, il peut être lui-même senior. C'est-à-dire que si il est lui-même senior, il va comprendre les problèmes des seniors, mais il faut qu'il soit dans une optique où s'il comprend cet orchestre, entre guillemets, un peu intergénérationnel, il va pouvoir assez facilement faire son rôle de manager. Mais il faut l'aider, c'est-à-dire qu'il faut que dans une entreprise, les dirigeants aient tout à fait conscience de l'accompagnement qu'il faut donner au manager pour que lui-même ne se trouve pas discriminé. Le jour où un manager il est discriminé parce qu'il est trop ceci, trop cela, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose, probablement 2, 3 ou 4 ans avant, mais on a peut-être aussi manqué quelque chose sur la conception de ce qu'est le fonctionnement d'une communauté de travail. Alors, justement, vous avez évoqué le tutorat. C'est quelque chose qui existe chez Edenred, il me semble, et peut-être aussi chez Château Fort, mais chez Edenred, en tout cas, on en avait parlé, Nathalie, n'est-ce pas? Oui, absolument. Dès leur accueil, chaque nouveau collaborateur rencontre son tuteur et une communauté tuteur là aussi à qui on a essayé d'expliquer ce rôle, lui donner de l'importance, qui n'est pas le manager direct, qui est quelqu'un qui va être à la fois bienveillant, qui connaît suffisamment l'entreprise et qui va pouvoir un petit peu donner les clés, montrer les outils, parler des process. Donc ça, c'est effectivement important. Et ça permet justement de créer un pont entre les anciens et les nouveaux et de revaloriser aussi les seniors. Est-ce qu'il y a un vrai impact là-dessus? Écoutez, alors j'en veux pour preuve 2 exemples que je trouve super intéressants. On a décidé de remettre en place quelque chose avec la pandémie qui avait un peu disparu. En tous les cas, on le faisait autrement. On a organisé une cérémonie des anciens ou des médailles de travail, peu importe, il y a un mois de cela. Au départ, on a dit, bon, on va regarder les anciennetés. Donc, en fait, on a démarré 10 ans, 15 ans, 20, 25, 30. On avait une salariée qui a 40 ans d'ancienneté. On a organisé une cérémonie et on a dit, viens qui veut. Et viens qui veut, y compris, on est basé à Malakoff, mais aussi à nos agences. On a donné la possibilité à tout le monde de venir et même de le faire en hybride. On a eu une fréquentation tout âge, qui a explosé tout ce qu'on imaginait, avec à la fois une manière de montrer aux plus jeunes qu'on pouvait faire carrière dans l'entreprise, pour les seniors d'être reconnus après tant d'années passées en entreprise. Donc, il s'est passé quelque chose et le retour qu'on a eu effectivement des plus jeunes, c'était de dire waouh, on n'avait pas du tout l'impression qu'on pouvait rester aussi longtemps dans l'entreprise et que voilà, que ça se passait bien. Et puis évidemment les anciens qui étaient mis à l'honneur. Donc, on a eu ce record de participation à cet événement. Et puis aussi, on fait un programme de prévention avec des conférences. On a appelé ce programme Aware et toute l'année, on a à peu près tous les 2 mois des conférences sur un format avec un praticien, un spécialiste, ça peut être cardiovasculaire, tout type de prévention. Et là aussi, on invite qui veut. Et de plus en plus, on a de plus en plus de jeunes. Au départ, on avait un petit peu peur à ce que ce soit un peu connoté et que en termes de moyenne d'âge, ce soit plus ancien. Et en fait, plus ça va, plus on a des jeunes. Et après, on propose des rendez-vous individuels avec les spécialistes. Et là aussi, on a des tranches de rendez-vous qui sont pris
toutes générations confondues. Donc, c'est un très bon signal pour nous, parce que en effet, c'est le sujet de la prévention vraiment en amont pour éviter les risques qu'on évoquait juste avant. Marie-Sophie, vous voulez peut-être rebondir. Donc là, on a vraiment un dispositif qui fonctionne. Je sais que Carole, vous n'avez pas non plus vraiment de distinction d'âge. On en avait parlé rapidement. Je vous laisse nous dire peut-être un petit peu comment ça se passe aussi chez Château Fort. Mais surtout, n'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions parce que je pense que là, on est vraiment dans le cœur des dispositifs et qu'il y a peut-être des personnes, notamment, et on en reparlera après, des peut-être plus petites structures qui aimeraient mettre en place des choses et donc qui vont peut-être s'inspirer de tous vos échanges. Alors, c'est vrai que je vais peut-être vous surprendre, mais chez nous, nous ne posons pas les problématiques en termes d'âge. Quand Nathalie dit on invite qui veut, c'est un peu le principe que nous appliquons au quotidien. Si je peux prendre par exemple 2 exemples, nos formations s'adressent à tous. Nous ne regardons absolument pas l'âge des personnes que nous formons. À tous, quel que soit l'âge, mais quel que soit le statut, nous mélangeons très souvent des leaders et des talents, des talents de site et des talents de maison de famille. Et c'est ce qui est apprécié aussi chez nos participants, c'est le fait qu'ils soient mélangés et qu'ils s'enrichissent de l'expérience de chacun. Autre exemple, nous avons un objectif de 100% de nos talents ayant un plan de développement. C'est-à-dire que lorsque nous menons nos entretiens annuels d'évolution, et pas d'évaluation, le leader co-construit avec son talent un plan de développement. Et l'objectif, c'est que 100% des talents aient ce plan de développement, qu'il ait 25 ans ou qu'il ait 60 ans. Donc, vous voyez, on ne fait pas de distinction par l'âge. En revanche, la problématique qui peut se poser, c'est peut-être plus l'ancienneté. Et tout à l'heure, Jean-Louis et Jean-François parlaient de la nécessité de mobilité. Et c'est là-dessus que nous travaillons. C'est comment créer des parcours pour donner de la perspective aux talents qui sont présents depuis un moment dans l'entreprise. Marie-Sophie, vous voulez rebondir sur cette question de l'âge et de ne pas... Alors, on ne tombe vraiment pas dans l'agisme là, pour le coup, il n'y a pas de problème, ni chez Edenred, ni chez Château Fort. Ça, c'est un peu l'écueil, en fait, de cette question-là. Je vous laisse rebondir. Oui, tout à fait. Et finalement, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, l'enjeu pour les organisations est vraiment de savoir comment engager et fidéliser finalement toutes les générations, faire travailler ensemble les générations et que chacun, finalement, quel que soit l'âge, s'inscrive dans l'entreprise, quelle que soit sa durée aussi. Plusieurs exemples ont été donnés avec des rencontres effectivement plutôt des anciens, on va dire, pour Edenred, ou effectivement le plan de développement pour Château Fort. C'est vrai que nous, chez Eming, par exemple, on a aussi le contrat de carrière qui s'adresse à tous, voilà, ou avec plusieurs dispositifs également permettant aux collaborateurs, finalement, qui restent 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, de s'inscrire justement dans un renouveau, sans forcément parler de polyvalence, mais en tout cas, la possibilité de faire autrement les choses. Donc, finalement, c'est engager, fidéliser toutes les générations, en fait, est nécessaire afin qu'elles travaillent ensemble, bien sûr. Et ça permet, en fait, de comprendre les attentes de l'autre, la place du travail que chacun met dans sa vie personnelle, professionnelle, les valeurs de chaque personne et de chaque génération. On parle souvent des populations Z, mais enfin, il y en a plein d'autres, des populations, et à chaque fois, effectivement, avec des attentes. Et moi, j'ai moi-même des enfants qui sont, on va dire, autour de la vingtaine, qui effectivement n'ont pas le même regard du travail que je peux avoir. Et c'est intéressant d'avoir aussi justement leur mode de pensée par rapport à cela, parce que finalement, tout le monde doit continuer à travailler ensemble. Et donc, le rôle finalement de l'entreprise, c'est vraiment finalement de décloisonner, de lutter contre ces stéréotypes sociétaux, puisqu'en fait, on est vraiment à cette échelle-là. Et nous sommes nourris, en fait, tous les jours de stéréotypes, de préjugés sur ces questions d'âge. Si je prends qu'effectivement la notion d'âge jeune ou plus ancien est un peu comme si c'était en confrontation, alors que finalement chacun a apporté à l'autre. Et c'est vrai que la difficulté pour l'entreprise, c'est vraiment de faire sauter ces stéréotypes. Donc le dialogue, la communication, les régulations, tout ce qui a été effectivement cité comme exemple, ce sont c'est autant de leviers finalement à actionner, et ça facilite le fonctionnement d'équipes intergénérationnelles. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'équipe intergénérationnelle. L'âge de la retraite, alors effectivement, là, on est en entre-deux selon effectivement les élections qui vont se passer, mais dans tous les cas, on est plutôt
de toute façon dans un système dont l'âge on va dire, le recul de la retraite va se décaler. Donc, on est au moins pour 40 à 45 ans de travail. Donc, on a forcément des plus jeunes et des plus anciens. Donc, vraiment, ce qui a été cité sur le mentorat ou on va dire au contraire tout ce qui va être inversé, c'est-à-dire souvent le mentorat c'est plutôt du plus ancien au plus jeune, mais on va dire c'est intéressant aussi d'avoir l'inverse, voilà, de tutorat inversé, effectivement ça a été cité aussi, parce que finalement ça permet d'amener d'autres éléments, à la fois des compétences technologiques, techniques, peut-être les plus jeunes générations vont avoir, mais aussi le regard qu'on porte sur les attentes du monde du travail actuel, tout simplement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment c'est perçu par vos collaborateurs? Est-ce que vous avez un peu sondé le terrain ou pas du tout pour le moment? Est-ce que cette mixité en fait générationnelle ou pas du tout perçue, comme m'avait dit Carole, puisque nous on n'en parle même pas? Ce que vous nous disiez, ou est-ce qu'il y a Elle peut être encore perçue, hein, il y a beaucoup, selon les entreprises, selon les secteurs d'activité, on peut avoir encore effectivement oui, c'est ce jeune et le moins jeune, on va dire le 20-25 ans versus 50-55 ans, on peut quand même avoir encore des frontières, ne serait-ce que par l'âge qui peuvent se marquer. Après, c'est vrai que de plus en plus, l'entreprise met en place des dispositifs, pas liés à l'âge, mais liés à un collaborateur rentrant en entreprise, hein, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'il y a des dispositifs, bien évidemment, qui vont être aussi mis en place, notamment pour les populations plus seniors, pour accompagner aussi la deuxième partie de carrière qui, effectivement, est de plus en plus longue. Donc, forcément, il peut y avoir aussi des dispositifs dédiés. Et souvent, l'entreprise va plutôt démarrer par des dispositifs pour les seniors et l'accompagnement, finalement, dans cette deuxième carrière, que des dispositifs plus globaux tels qu'ils ont été effectivement présentés. Ça va beaucoup dépendre du secteur d'activité aussi et de l'impact, notamment lorsqu'on a des éléments en lien avec les conditions de travail physique, enfin, un impact hein, sur effectivement les éléments physiques par rapport à la pénibilité des postes, et je ne parle pas du côté psychologique, mais vraiment physique, où là, bien évidemment, lorsqu'on est en industrie, tout ce qui va être service, voilà, où effectivement, il y a cette vraie usure professionnelle physique, bien évidemment que les entreprises vont d'abord avancer avec ce type de dispositif. Alors justement, vous nous avez fait la petite transition sur la dernière partie du webinaire, puisqu'on va vraiment parler de ça, d'anticiper l'usure, d'anticiper les mutations. Hein, c'est la prospective de qu'est-ce qui peut se passer dans les années futures. Comment fait-on donc pour prévenir l'usure professionnelle ou l'usure tout court? Alors là, je sais que Jean-François et Jean-Louis, vous avez beaucoup à nous dire. Donc je vous laisse la parole. Jean-Louis peut-être, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est remarquable, hein, tout ce qui a été présenté jusqu'à présent sur ce que peut faire l'entreprise et ce que feraient des managers pour leurs collaborateurs. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le collaborateur lui-même a une certaine responsabilité quant à son devenir professionnel, en fait. Et c'est pour ça que nous, on parle de 45 ans, parce qu'à 45 ans, enfin, c'est pas nous qui en parlons, à 45 ans, tout est envisageable, dans la mesure où on est à milieu de carrière, et donc on peut envisager beaucoup de transformations. Et d'ailleurs, c'était assez amusant de considérer que ce besoin de compétences s'arrêterait dès qu'on aurait fini de travailler, alors qu'en fin de compte, c'est dans nos vies privées, y compris lorsque l'on sera retraité, qu'on aura besoin de compétences pour naviguer sur Internet ou tant d'autres choses à faire. Donc c'est un vrai besoin de compétences à développer tout au long de sa vie. Donc, effectivement, on pense que, en tout cas la Fédération France Senior, on pense que le collaborateur a une vraie responsabilité quant à son devenir professionnel, son évolution. Et peut-être créer des conditions qui permettraient au collaborateur de réfléchir sur son devenir professionnel. Voilà, qu'est-ce qu'il a envie de faire, dans quelle direction aller. Alors, il y a sa santé d'un côté par rapport au type d'emploi, mais il y a aussi les compétences qu'il va devoir déployer, puisque comme disait Jean-François tout à l'heure, c'est plus un emploi à vie. Donc, il faut se préparer à un monde complètement différent dans les années à venir, donc des compétences nouvelles à déployer, et c'est d'abord le collaborateur qui doit y réfléchir pour lui-même. Donc, finalement, toujours vrai, une carrière, ça se gère. Voilà. Donc, voilà l'idée, hein. Donc, part de responsabilité aussi du côté du collaborateur. Et donc, créer des conditions pour qu'il réfléchisse à ce qu'il se verrait devenir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans.
Voilà. Dans l'entreprise ou ailleurs. Et pour anticiper l'usure, plus précisément, est-ce que vous avez des conseils à nous donner, des solutions existantes que vous souhaiteriez partager, Marie-Sophie, notamment peut-être, ou Jean-Louis également? Donc, moi, juste en 30 secondes, hein, sur la question de l'usure, je crois qu'il est clair qu'il y a des métiers qui usent plus que d'autres. Hein. Oui. Je voyais un moniteur de ski à plus de 80 ans qui continuait d'être moniteur de ski parce que son métier, c'était juste la passion. Et les enfants dont il s'occupait considéraient que c'était le meilleur prof de ski. Bon, peut-être tout le monde n'a pas une telle santé, mais il y a effectivement des métiers qui usent moins que d'autres et surtout qui donnent envie de continuer. Donc, en tout cas, si l'on réfléchit aux conditions de travail, physiques ou psychiques, c'est vrai que dès 45 ans, si on reste sur cet âge, se dire, bon, est-ce que je serai en capacité de me maintenir sur le même type d'activité jusqu'à la retraite? Donc, voilà, la première idée, c'est de réfléchir à une mobilité possible en interne ou en externe, et par anticipation. La mobilité. Alors Nathalie et Carole, vous avez mis en place des choses, enfin vos organisations respectives ont mis en place des dispositifs pour anticiper cette usure, qu'elle soit effectivement, on l'a bien dit, hein, physique ou psychique. Qu'avez-vous mis en place? Carole, je crois, vous avez un programme qui a été lancé assez récemment, si j'ai bien compris. Alors, c'est vrai que nous avons lancé un programme qui vise à atteindre 0% d'accidents du travail. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas encore complètement dans l'anticipation de l'usure, mais ça va être l'étape d'après. Aujourd'hui, donc, ce programme qui se nomme Cocoon vise à sensibiliser et former l'intégralité de nos leaders. Donc, on a commencé bien évidemment par le COMEX. Et on a poursuivi par toute l'équipe de responsables opérationnels. Et cette formation est en train d'être déployée auprès de tous nos leaders sur site, donc tous nos couples d'hôtes, en partenariat avec un cabinet expert en santé et sécurité, dont le nom est ETS CAF. Et dans ce programme, en fait, nous invitons les leaders à travailler sur l'instant sécurité avec leurs talents, c'est-à-dire passer du temps avec un représentant de chaque métier pour qu'ils puissent identifier eux-mêmes les risques auxquels ils sont exposés et trouver les solutions pour limiter ces risques et prendre les mesures de sécurité. Donc ça, c'est notre programme Cocoon. Je pense que l'étape d'après, pour en avoir discuté avec notre animateur santé et sécurité, c'est de faire un suivi spécifique par métier pour étudier plus précisément quels sont les risques d'usure professionnelle afin d'anticiper ces usures et proposer de manière proactive de la mobilité. Donc, avancer dans la connaissance métier. Exactement. Et dans ce partage-là auprès donc non des managers, mais des leaders, parce que c'est comme ça qu'on dit chez Châteauforme. Nathalie, c'est vrai que juste pour compléter, nous sommes dans un secteur à risque avec des métiers qui sont fortement exposés à cette usure, que ce soit les maîtresses de maison ou les hôtes de table, par exemple, ou encore les jardiniers. Donc, c'est une préoccupation le corps. majeure. Qui provoque une usure qui peut être un peu anticipée. Hein, tout à fait. Un peu précoce. Très bien, donc une meilleure connaissance, si je résume, des métiers pour essayer d'anticiper au maximum cette usure. Nathalie, qu'en est-il de votre côté? Alors, on n'est pas sur la même typologie de métier, naturellement. On peut parler d'ailleurs, parce qu'on a aussi bien des métiers de la tech que des commerciaux, que de la production aussi. Et alors, je parlais tout à l'heure quelques exemples de programmes. Hein, je parlais de la prévention, du programme Aware avec les conférences. Ça fait 2 ans maintenant. On a un bon taux de participation qui continue d'augmenter. Et je regardais les dernières conférences. Là, il y en avait une sur l'addictologie. Il y en a une quelques mois sur la santé des femmes, la prévention de certaines maladies. Ça, c'est sur l'axe prévention. Sur l'axe physique, on a tout un programme qui s'appelle Train Me de sport, mais qui là aussi est contextualisé, s'adresse aussi à toute classe d'âge et pour là aussi prévenir et associer l'activité physique. Hein, il ne s'agit pas de faire une performance, mais l'activité physique pour apprendre
un certain nombre de gestes et de postures. Il se fait en hybride pour les personnes qui sont en agence ou à distance. Sur la dimension prévention psychologique, on a une ligne d'écoute, de soutien psychologique avec des psychologues, comme j'imagine beaucoup d'entreprises. C'est important et on rappelle régulièrement en fait le numéro de cette ligne de manière pas forcément hyper formelle, mais juste pour que les gens sachent facilement où trouver ce numéro. Parce que on voit que dans les études, c'est très souvent en fait le soir ou le week-end que ces lignes sont utilisées et en fait c'est là où on ne sait plus où trouver le numéro. Donc on rappelle. Sur la dimension technologique, prévention technologique, on se soucie dans une logique d'inclusivité déjà de l'accessibilité de nos solutions technologiques, de nos plateformes. Et ça, on le fait en externe comme en interne. Donc, typiquement, par rapport à ce qu'on appelle l'électronisme ou l'éloignement numérique, c'est-à-dire la difficulté pour un salarié, quel que soit son âge, Oui. de savoir utiliser les outils numériques. On vient de sortir une étude édifiante sur justement tous les points de friction sur un parcours extrêmement simple de s'onboarder sur un outil comme on aurait tous les jours. Et avec ce retour, eh bien, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour faciliter ne serait-ce que la lecture d'un PowerPoint pour une personne non-voyante. Et c'est un exemple extrêmement simple, ou bien télécharger une application. Je vais y aller jusqu'au bout pour que ça fonctionne. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui sont pour nous un peu le maillage des outils de prévention pour construire des dispositifs conclusifs et de prévention. Et on a vu en début de webinaire que donc ces dispositifs étaient très bien perçus de part et d'autre, qu'il s'agisse d'Edenred ou de Châteauforme. Alors la question qui se pose et qu'on se pose souvent lorsqu'on échange avec les partenaires et avec la fédération, c'est de savoir quand on est une petite entreprise, une PME, comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies de prévention à moindre coût, appelons un chat un chat, et puis avec un temps peut-être qu'on a moins, parce qu'on a peut-être moins de temps lorsqu'on est un patron de PME, pour des raisons simplement de productivité, pour pouvoir quand même être présent auprès de ses collaborateurs. Alors là, je vous laisse vraiment vous exprimer, Marie-Sophie, Nathalie, qui veut prendre la parole sur cette question, qui est un peu clé, et puis qui va aussi sûrement répondre à des questionnements des personnes présentes, puisqu'on voilà. Juste, alors très rapidement, parce que je veux que tout le monde puisse s'exprimer, il faut vraiment pouvoir s'appuyer des organismes de mutuelles qui font énormément de choses et sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'en général, ils ont des plateformes avec des outils et il faut vraiment pas hésiter pour une toute petite structure à discuter avec son conseiller parce qu'en réalité, l'assureur a aussi intérêt à ce qu'on fasse de la prévention. Donc très souvent, ils ont beaucoup de solutions et il faut pas hésiter à discuter avec eux qui est comprise dans le contrat en général. D'accord, super. Donc ça, c'est un bon point. Alors effectivement, je rebondis puisque c'est un des axes, oui, qu'on avait identifié bien évidemment. Alors pour les TPE, PME, mais également pour les plus grands groupes. Après, tout dépend. Et ces dispositifs, effectivement, assureurs sont très présents. J'ai échangé hier avec justement une TPE, une entreprise familiale, 15 collaborateurs, dans le Visinage et tout ça. Et c'est vrai que par rapport à ces questions-là liées à l'usure, le point vraiment qui était mis en avant, c'est de travailler la polyvalence. Elle dit, si nous, on ne travaille pas la polyvalence, finalement, on va dire, c'est très compliqué puisque finalement, il faut arriver à réguler, on va dire, l'activité avec l'absence de l'un ou l'absence de l'autre pour tel ou tel, même s'ils ne sont pas du tout confrontés à l'absentéisme, mais en tout cas, ne serait-ce que pour des congés, tout simplement. Donc, en fait, un des points chez eux, en tout cas, un des axes qui était très important pour eux, et c'est vrai qu'on entend assez régulièrement dans les petites structures, c'est justement cette notion de polyvalence qui amène finalement à beaucoup de réflexions. C'est comment organiser le travail, comment développer les compétences du collaborateur, donc comment le former, comment l'intégrer dans la GPEC, voilà, quel impact ça aura sur effectivement la santé et la sécurité au travail, et donc la pénibilité, sans parler de pénibilité au sens propre du texte. Donc c'est plein de questions finalement derrière ce petit mot polyvalence qui amène en fait à énormément de réflexions, mais qui va permettre justement à l'entreprise de pouvoir en tout cas réguler à la fois l'organisation du travail, le contenu, le sens donné. Enfin, ça peut avoir beaucoup d'éléments, en tout cas fédérateurs. Pour les petites structures, c'est plutôt un essentiel, puisqu'ils se disent c'est un peu
finalement un outil qu'il faut qu'on actionne. Pour les plus grosses structures, bien évidemment, ça existe énormément aussi. Parfois, par contre, l'entreprise peut être confrontée au fait que le collaborateur ne souhaite pas forcément rentrer dans cette notion de polyvalence pour d'autres raisons, hein, parce que ça va lui avoir peut-être un rythme de travail différent, parce qu'effectivement, on va changer son collectif de travail, parce que, enfin, voilà, plein de raisons autres qui fait que c'est aussi à accompagner peut-être parfois différemment selon la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, sur la PME, c'est un vrai axe de travail. Oui, Jean-François, oui, je t'écoute. Carole, vous vouliez dire quelque Oui, chose? je voulais juste compléter ce qui vient d'être dit aussi par le fait de développer la notion de co-responsabilité. Et je crois que c'est Jean-Louis qui en a parlé tout à l'heure, c'est que l'entreprise met à disposition tous les moyens pour se former. Mais c'est aussi aux talents, aux collaborateurs de se renseigner sur ce qui existe et sur ce qu'il a envie comment il a envie de mener la suite de sa carrière. Voilà. Le mettre finalement dans une posture d'acteur par rapport à sa formation, son développement et son avenir professionnel. Ouais, ça, je crois que c'est effectivement très important, hein, l'autonomisation. C'est le collaborateur, il faut qu'il se prenne en charge. Et c'est parfois certaines populations de seniors qui sont un petit peu dans l'évitement. C'est pas non plus toujours facilitant. Ce que pense la fédération, c'est qu'il faut documenter, il faut outiller. C'est-à-dire qu'il faut donner des outils simples aux collaborateurs justement pour être dans cette démarche d'autonomie où on va l'amener à se poser des questions, mais très simples, extrêmement basiques sur son niveau de compétence, son niveau d'engagement, son niveau d'appétence par rapport à ce qu'il fait. Et la réponse ne nous regarde pas, mais je pense que lui, c'est important qu'il se pose ces questions-là. Qu'il puisse avoir de la visibilité par rapport à, par exemple, à quel moment il va partir en retraite à tout plein, combien il aura à ce moment-là. Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que une évolution professionnelle, il faut qu'elle soit dégagée en termes de visibilité pour que, effectivement, le collaborateur il puisse s'adapter facilement. Et puis, il faut aider aussi les entreprises. On a aussi, on n'est pas les seuls, mais on a aussi des outils pour essayer justement de mesurer. Alors, on parlait beaucoup d'exemplarité, de cohérence à l'intérieur des entreprises. Je crois que c'est extrêmement important. Pour plein de raisons d'ailleurs, parce que quand on s'occupe de toutes les catégories de l'entreprise, ben, les plus jeunes, ils voient ce qui se passe par rapport aux plus seniors, aux plus âgés. Et si ça se passe bien et si l'accompagnement et la bienveillance sont là, et ben, c'est extrêmement encourageant. C'est un facteur de motivation. En fait, l'entreprise, comme je disais, elle n'est pas en petit bout, elle est vraiment la cohésion sociale de l'entreprise, c'est une vraie réalité. Et le fait de savoir quand on a 40 ans, quand on en aura 50, on sera dans une perspective possible de reconversion, de réorientation, de requalification et autres, ça, pour l'entreprise, globalement, c'est extrêmement positif. Donc l'idée, documenter, outiller et aider les entreprises de façon assez simple à voir où il pourrait y avoir des pertes en ligne quelque part qu'on n'aurait pas vu. Documenter, outiller, favoriser une cohésion, utiliser la qualité de vie au travail comme la culture d'entreprise forte et le dialogue comme prérequis d'une bonne QPT, c'est un petit peu tout ce qui a été dit. Là, vous nous avez fait une belle synthèse, hein, François, de tout ce qui a été dit pendant l'échange. Est-ce que je vous laisse rajouter peut-être le mot de la fin, Jean-Louis, ou autre? Ah, il n'y a plus de micro, Jean-Louis. Il faut remettre le micro. On n'entend pas. Excusez-moi. Voilà. Oui, effectivement, un point que je voulais soulever, donc Marie-Sophie en a parlé, la différence énorme qu'il y a entre les grandes et les petites structures, voire les toutes petites structures, où là, la question de la santé et de la sécurité, bien souvent dans les toutes petites structures, pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, et notamment dans certains secteurs d'activité en particulier, comme le bâtiment. Donc, sans entrer plus dans le détail, on voit tous les jours des prises de risques déraisonnables. Et on ne progresse pas beaucoup sur ce thème-là. Voilà. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre grosses et petites structures. Voilà. Alors justement, il y a des petites questions là-dessus dans le chat que je n'avais pas vues. Alors, est-ce qu'on va prendre quelques minutes pour répondre? Je remonte un petit peu. Concernant le document unique,
C'est une question qu'on avait abordée lorsqu'on a préparé la table ronde. L'intégration des managers et des collaborateurs dans la mise à jour du document unique peut également permettre à chacun d'être force de proposition pour limiter l'usure. Commentaire de Bruno. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut que ce soit participatif, idéalement, puisque ça permet de comprendre, en tout cas d'identifier la réalité de travail, justement. Et on va dire, il y a beaucoup de notions de perception quand même du travail, et c'est important aussi de pouvoir capter ces éléments-là. Donc, la participation des collaborateurs et du manager, bien évidemment, est essentielle, pas uniquement que le préventeur, s'il y a un préventeur, ou que le service RH, ou que le service santé au travail. Il faut vraiment que ce soit participatif avec les partenaires sociaux, on ne l'a pas évoqué, mais qui ont un rôle extrêmement important également sur toutes ces questions. Une question pour Nathalie. Concernant la cérémonie des anciens que vous avez évoquée, s'agit-il d'une reconnaissance orale de leur parcours ou quel est l'intérêt pour eux? Une grande ancienneté peut-elle... alors, attendez, j'ai une erreur dans la... Peut-elle mettre en avant qu'ils sont vieux, avec des guillemets? C'était un peu la crainte, évidemment, c'était absolument pas le but. Nous, on a voulu célébrer cette ancienneté. Et en fait, alors je vais tout de suite vous dire que comme on est chez Edenred, nous offrons des chèques cadeaux et des cadeos à nos salariés par dizaines d'ancienneté. Donc ça, c'est à la date anniversaire de l'ancienneté. Et là, on parlait de manager et d'acte. C'est un acte managérial. Donc à chaque date anniversaire, comme ça, à partir de 10 ans, on invite le manager à venir à la RH, on lui remet les informations, le kit, on lui explique et c'est le manager qui va célébrer comme il le veut avec l'équipe et remettre le chèque cadeau. Et puis cette cérémonie qu'on va faire une fois par an, là, elle regroupe toutes les personnes qui ont eu de 10 à 40 ans d'ancienneté. On leur a fait faire une médaille nominative avec la date de leur entrée chez Edenred. Et en fait, le message qu'on a donné, c'était regardez, et on a fait par dizaines, et on a montré, il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé en France, et on a fait le lien avec Edenred, et on a fait le lien avec eux. Et on leur a dit, si Edenred, aujourd'hui, entreprise française, créée avec le ticket restaurant Jacques Borel, qui est aujourd'hui 12 000 collaborateurs présents dans le monde entier, c'est grâce à vous. C'est grâce à la contribution de chacun. Il n'y a pas de mystère, une entreprise ne devient pas au CAC 40 avec une croissance qui est celle d'Edenred sans le travail de ses collaborateurs. Et le message qu'on a donné, voilà, c'était justement merci et merci de votre contribution. Merci Nathalie. Donc j'espère que ça répond à la question de Christine. Donc ça va bien au-delà d'une reconnaissance orale. C'est une reconnaissance des tripes en fait, vraiment inhérente à l'activité. Alors il y avait une autre question. Les entretiens d'évaluation vous semble-t-il suffisant pour prévenir l'usure des collaborateurs? Alors que on a vu que ça ne s'appelait pas entretien d'évaluation, mais entretien de développement, je crois, Carole, si je ne me trompe pas. C'est l'entretien d'évolution. D'évolution, pardon. En tous les cas, est-ce que ce moment-là est suffisant selon vous, alors selon vous tous, pour prévenir l'usure des collaborateurs? Donc non. Ça fait partie de la réponse, mais ce n'est pas suffisant. Après, pour compléter, c'est ce qu'on a évoqué notamment avec le document unique, avec l'instant sécurité, c'est prendre du temps en fait avec chacun des talents à risque pour justement identifier les risques et apporter des mesures adaptées à chacun. Donc c'est finalement un accompagnement, j'ai envie de dire, quasiment quotidien. Pour compléter peut-être Agnès par rapport à ce point-là, c'est qu'effectivement ça paraît une évidence, puisque c'est pratiqué fortement chez Edenred Château-Forme au niveau de ces échanges, on va dire, entre collaborateurs, le collectif et puis également avec le management. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même en France, il y a énormément de collaborateurs qui n'ont jamais d'entretien. Oui. Donc en fait, c'est aussi, donc c'est quand même une première étape qui est importante à passer parce que ça permet quand même d'avoir cet échange à un moment donné, au moins une fois par an, sur des sujets, on va dire, factuels, concrets, des éléments qu'on peut partager. C'est pas suffisant, bien évidemment, mais déjà que ça puisse se pratiquer, c'est déjà une première étape. Voilà. Donc, ça permet quand même de pouvoir instaurer un dialogue, on va dire, plus posé entre son manager et le collaborateur sur des sujets qui, souvent, par rapport à l'usure, on parle de
on va dire, liées bien évidemment aux éléments du travail et aux impacts que le travail peut générer. Mais il y a aussi, et on n'aura pas le temps de développer, mais qui est de plus en plus présent, l'impact par rapport à la société, et notamment aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de collaborateurs qui sont des collaborateurs aidants. Donc, à un moment donné, des salariés aidants. Donc, c'est comment l'entreprise aujourd'hui peut-elle également s'inscrire dans ces politiques pour accompagner les aidants, puisque mécaniquement, ça impacte ou ça impactera en fait la société. Donc, il y a aussi tous ces éléments-là, et c'est vrai que ces temps d'échange permettent justement à un moment donné de pouvoir faire remonter ces sujets, parce que le collaborateur n'aura pas toujours la possibilité de s'exprimer avec les services RH, et encore une fois, dans les plus petites structures, il n'y a pas forcément ce dialogue qui va s'instaurer, en tout cas de cette façon-là. Donc, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même extrêmement important. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il faut vraiment aider les managers de proximité à préparer et conduire cet entretien, parce qu'on voit souvent des entretiens, mais finalement, on se voit, mais on perd un peu ce temps précieux parce qu'il n'y a pas une construction de ce qui pourrait se passer après. Donc, les managers de proximité sont souvent un petit peu à la peine parce qu'ils ne sont pas assez préparés à conduire cette phase-là. Merci Yolande. Il y a quelqu'un Yolande qui nous dit je dois vous quitter. Merci Yolande. À bientôt. Merci Jean-François pour ce petit point. Et puis par rapport aux aidants, ça sera un sujet à part entière. Parce qu'effectivement, il y a une vraie question là-dessus. Et je pense que ça pourrait faire carrément l'objet d'un échange complet sur comment on gère son temps, comment on peut accompagner les aidants, puisque c'est un phénomène qui a forcément lieu, malheureusement, dans nos vies. Donc, ça fera peut-être l'objet de notre échange. Pour ce matin, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, surtout parmi tous les participants, n'hésitez pas. Et autrement, nous allons bientôt conclure. Si personne ne veut ajouter, eh bien alors je peux remercier toutes les personnes d'être venues si nombreuses, puisqu'on a eu quand même beaucoup de personnes présentes pendant la table ronde. Merci à vous, Jean-Louis, Jean-François, Marie-Sophie, Carole et Nathalie d'être venus échanger avec nous ce matin et d'avoir partagé vos bonnes pratiques. J'espère que ça leur aura pu inspirer beaucoup de personnes qui nous ont écoutés. Et puis, on se retrouve évidemment très bientôt. Le replay du webinaire sera disponible très rapidement. Il vous sera transmis pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter ce matin. Et puis, nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine table ronde. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.